Un avocat m'a appelé pour m'informer d'un héritage de 750 000 € de ma grand-mère. Mais mes parents l'avaient caché pendant 5 ans et avaient tout transféré à ma sœur. Le testament ne compte pas, Carmen n'en a plus besoin, a crié mon père. Mais ce que j'ai fait ensuite les a laissés sans voix. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une bonne journée, peu importe où tu es. J'aimerais beaucoup que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou pays tu nous regardes, et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Ma vie à Madrid comme professeur d'espagnol était faite de petites luttes et de grandes satisfactions. Je vivais dans un tout petit appartement dans un quartier très animé, où l'odeur du pain frais se mélangeait au bruit constant de la circulation et aux voix des gens dans la rue. Ce n'était pas la vie de luxe que certains imaginent quand ils pensent à l'Europe. Mais c'était ma vie. Chaque euro que je gagnais venait de mon propre effort. Et je le dépensais pour le loyer, les courses au marché local où les vendeurs me connaissaient déjà. Et pour rembourser lentement mes dettes étudiantes qui pesaient sur moi comme une encre. J'avais 32 ans et je sentais que, même si j'avançais lentement, j'allais dans la bonne direction. J'ai toujours été la forte dans ma famille. Mes parents, des gens travailleurs, ont émigré du Mexique vers l'Espagne il y a des années. Ils ont beaucoup compté sur moi. Depuis que j'étais jeune, j'étais la responsable, celle qui avait de bonnes notes sans qu'on ait besoin de le lui dire 2 fois. Celle qui a aidé à s'occuper de mes grands-parents quand ils étaient malades. Je me rappelle l'odeur des médicaments dans la chambre de ma grand-mère. La texture fragile de sa main sous la mienne. Les heures passées assises à côté d'elle juste pour qu'elle ne se sente pas seule. J'ai aussi été un soutien financier quand mes parents en avaient besoin. Mes premières économies, que j'avais gagnées en travaillant à mi-temps pendant mes études, sont vite parties pour les aider à payer une hypothèque ou une dépense imprévue. Je l'ai fait sans hésiter, parce que c'est ça la famille, non? Se soutenir, je croyais que c'était notre base. Ma base. Pendant ce temps, ma petite sœur Carmen, 28 ans, a toujours été la fragile. Celle qui avait besoin de plus d'aide. Celle que mes parents chouchoutaient et protégeaient trop. À Carmen, on pardonnait tout. On lui donnait tout. Moi, je ne recevais que des petites tapes sur l'épaule et des compliments du genre « Tu es forte et indépendante ». Je ne me suis jamais plainte. Je pensais que c'était comme ça que les choses devaient être. Ma grand-mère, la mère de mon père, était une femme sage et très observatrice. Elle a vécu avec nous pendant ces dernières années. Et je crois qu'elle voyait plus de choses que je ne l'imaginais. Elle avait un regard profond, comme si elle pouvait lire dans les âmes. On parlait beaucoup, souvent de la vie, de ce qui était important. Elle me disait toujours de faire attention à moi. De ne pas laisser les gens profiter de mon bon cœur. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire. Jusqu'à maintenant. Un mardi matin, juste avant de partir donner mon premier cours, j'ai reçu un appel. Un numéro inconnu. J'ai hésité à répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Une voix formelle et distante s'est présentée, Maître Robles, d'un cabinet d'avocats du centre de Madrid. Il a mentionné le nom de ma grand-mère. Mon cœur a fait un bond. Je me suis dit qu'il restait peut-être un petit dossier administratif à régler. Mais ce qu'il m'a dit ensuite m'a glacé. Mademoiselle Valentina Soto Garcia, a-t-il dit d'un ton très professionnel. Je vous appelle au sujet du testament de votre grand-mère, Madame Elena Garcia Torres. Il a été ouvert il y a 5 ans. 5 ans. Pourquoi il m'appelait seulement maintenant? Testament. J'ai à peine réussi à prononcer. Ma voix tremblait. Oui. Dans ce testament, votre grand-mère vous nomme comme unique héritière de ses biens. Il s'agit surtout d'un capital de 750 000 €. Déposé sur un compte bancaire. 750 000 €. Ce chiffre tournait en boucle dans ma tête. C'était absurde. Énorme. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu. Plus que je ne pourrais jamais gagner dans toute ma vie. Ma grand-mère, à moi, seule? Ce n'était pas possible. Il devait y avoir une erreur. Je lui ai demandé de répéter. J'ai pris des notes avec la main qui tremblait. L'avocat était très précis. Il m'a donné des dates, des noms de banque, des numéros de dossier. Tout ça semblait irréel. Comme une décharge électrique. Quand j'ai raccroché, j'avais l'esprit vide. Le cœur qui battait à toute vitesse. Et la poitrine serrée comme si on avait mis du fil de fer autour de mes poumons. Je n'arrivais plus à respirer. Pourquoi mes parents ne m'avaient rien dit pendant 5 ans? J'ai passé le reste de la journée dans le brouillard. J'ai donné mes cours en mode automatique. De retour chez moi, je n'ai pas cuisiné. Je me suis assise sur le canapé, à relire sans arrêt la note avec les infos de l'avocat. J'ai cherché le cabinet sur Internet. J'ai confirmé qu'il existait vraiment. Quelque chose clochait. La seule explication possible, celle qui me faisait peur.
C'est que mes parents étaient au courant et qu'ils avaient tout caché. Mais pourquoi? Et où était passé l'argent? J'ai décidé de leur faire face le soir même. Je suis allé chez eux, dans leur maison en banlieue. L'odeur du mol que ma mère était en train de cuisiner m'a accueilli à la porte. C'était une odeur qui, d'habitude, voulait dire maison, sécurité. Mais ce soir-là, cette odeur me paraissait lourde, menaçante. Mon père lisait le journal, ma mère était en cuisine. Carmen n'était pas là, et j'en étais soulagé. J'ai essayé d'être subtil au début. Je leur ai posé des questions sur l'héritage de ma grand-mère, en général. Ils sont devenus nerveux. Leurs réponses étaient vagues, contradictoires. Mes soupçons se sont transformés en certitude glaciale. J'ai pris une grande respiration, le mol me piquait les poumons. Et j'ai lâché la bombe. Un avocat m'a appelé aujourd'hui. Il m'a dit que la grand-mère m'a laissé 750 000 € dans son testament. Il a été ouvert il y a 5 ans. Le silence qui a suivi m'a paru assourdissant. Mon père a baissé lentement son journal. Son visage est devenu pâle. Ma mère est sortie de la cuisine, les mains pleines de pâtes. Elle a croisé mon regard. Ses yeux étaient remplis de surprise et de colère. « De quoi tu parles, Valentina ?» a dit mon père. Essayant de paraître calme, mais sa voix était tendue. « Je parle du testament de grand-mère. L'argent qu'elle m'a laissé. Pourquoi vous ne m'avez rien dit ?» Ma mère a laissé tomber la patte sur le plan de travail. « Ah, ça, le testament, oui, ça. » Ma voix a monté d'un ton, j'ai perdu mon calme. « C'est 750 000 €, maman, pas une petite pièce. Où est cet argent ?» Mon père s'est levé d'un bond. Son visage est devenu rouge. Et tout d'un coup, le masque est tombé. « Il est avec Carmen, là où il doit être », a-t-il hurlé en frappant la table. Elle en avait plus besoin. Je suis resté figé. Ces mots résonnaient sur les murs de la maison où j'avais grandi. Ils avaient donné mon héritage à Carmen. « Oui », a confirmé ma mère en reprenant un air calme. « Tu vois, Valentina, Carmen est fragile. Tu sais qu'elle a toujours eu du mal. Elle avait besoin de stabilité. Elle devait commencer sa vie sans les difficultés que toi tu as eues. Toi, tu es forte. Tu t'en es toujours sortie seule. » Leurs mots me frappaient comme des coups de poing. Forte, indépendante. C'est comme ça que vous justifiez de m'y voler. C'était la volonté de grand-mère. C'était mon héritage. Le testament ne compte pas, a répété mon père, rempli d'une colère injustifiée. Nous, on a décidé ce qui était bon pour la famille. Et Carmen en avait plus besoin. Elle en avait plus besoin. Ai-je murmuré, la voix brisée par la douleur et l'incrédulité. Pendant que moi je galérais à payer le loyer et mes dettes. Carmen vivait avec mon argent. Elle a acheté sa maison de luxe avec mon héritage. Ils n'ont rien répondu. Leur silence, leur regard fuyant, était déjà une réponse. Ils s'étaient mis d'accord. Ils avaient caché l'héritage pendant 5 ans. Ils avaient même imité ma signature sur des documents pour transférer l'argent à Carmen. Tout devenait clair. Toute cette histoire où j'étais la forte, la responsable. Ce n'était qu'une excuse pour m'exploiter. Pour tout donner à leur fille, fragile, sans qu'elle se donne la peine de mériter quoi que ce soit. Et tout ça, contre la volonté de ma grand-mère. C'est ça, pour vous, la famille, ai-je soufflé, la voix brisée. La maison qui avait toujours été mon refuge me semblait maintenant étrangère. Chaque photo de famille accrochée au mur me regardait comme une accusation silencieuse. Je me suis senti comme une étrangère. Comme une intruse qui venait de découvrir leur crime. La tension était insupportable. Mon père, rouge de colère, a pointé la porte. « Dégage, Valentina. Ne reviens pas tant que tu n'auras pas retrouvé la raison. » Je me suis levé en tremblant, les larmes me brûlant les yeux. Mais au lieu de me sentir juste triste, j'ai ressenti une colère froide grandir en moi. Une colère qui m'a donné une force étrange. J'ai regardé mes parents, ces étrangers devant moi, et j'ai dit « Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. » Ma voix ne me ressemblait pas. Elle était ferme, malgré la douleur. Vous allez voir ce que ça fait de voler celle qui a toujours été là pour vous. Je suis sorti de cette maison le cœur brisé en 1000 morceaux. Mais avec une détermination née de la plus profonde des trahisons. Dehors, l'air de la nuit me semblait étouffant. J'ai pleuré dans ma voiture, le visage entre les mains, en sentant que mon monde venait de s'écrouler. La famille que je croyais avoir, le pilier de ma vie, était en réalité une illusion construite sur des mensonges et de l'égoïsme. J'avais touché le fond. J'étais seul, trahi. On ne m'avait pas seulement volé de l'argent.
On m'avait volé 5 années de vie qui auraient pu être totalement différentes. Mais au milieu de ce désespoir, une petite flamme froide s'est allumée en moi. La flamme de la justice. Les jours suivants ont été un enfer. La douleur de la trahison pesait lourd sur ma poitrine. J'avais un nœud dans la gorge qui m'empêchait de manger ou de dormir. Chaque image de mon enfance. Chaque souvenir avec ma grand-mère. Chaque moment passé avec mes parents. Se tordait dans ma tête, sali par la vérité de leur trahison. Je me sentais humilié. Idiote d'avoir tant fait confiance. De ne pas avoir vu les signes. Même l'odeur du mol, qui me réconfortait autrefois, me retournait maintenant l'estomac. Mon petit appartement, mon refuge, me semblait froid et vide. J'ai essayé de continuer à vivre, à donner mes cours. Mais mon esprit était ailleurs. Mes élèves ont remarqué ma distraction. Mes collègues m'ont demandé si tout allait bien. Je n'arrivais même pas à faire semblant de sourire. J'avais l'impression que le monde m'avait tourné le dos. Mais petit à petit, la colère a commencé à rivaliser avec la douleur. La colère contre l'injustice. Contre le culot de mes parents. Contre la vie de luxe que Carmen vivait avec MON Argent. Ce n'était pas juste l'argent. C'était une question de respect. C'était comme si on m'avait nié en tant que personne. Comme si la volonté de ma grand-mère n'avait jamais compté. Cette colère froide a commencé à me donner de la force. Non. Ils ne vont pas me briser. Je me le suis répété encore et encore. Ils ne vont pas me voler ça aussi. La première personne que j'ai appelée, c'était Maria, ma meilleure amie. J'avais besoin de parler. De vider mon cœur. Que quelqu'un d'autre sache ce que je vivais. On s'est retrouvés dans un petit café. Avec le bruit rassurant des tasses et des gens qui parlaient autour de nous. Je lui ai tout raconté. D'abord d'une voix tremblante. Puis avec de plus en plus de colère. Maria m'écoutait bouche bée. Les yeux pleins de choc et d'indignation. Quand j'ai fini, elle s'est penchée et m'a pris les mains sur la table. « Valentina », a-t-elle dit d'une voix ferme et pleine de rage. « Je n'ai pas de mots. C'est horrible. Ces gens-là, ce ne sont pas tes parents. Tu n'es pas folle. Tu n'inventes rien. C'est réel. Et c'est un crime. » Ces mots étaient comme une bouée de sauvetage. Enfin, quelqu'un me croyait. Quelqu'un était aussi choqué que moi. « Je vais t'aider autant que je peux », a-t-elle promis. Et elle a tenu parole. J'ai recontacté Maître Robles. Mais cette fois, ma voix n'était plus pleine de doute. Elle était remplie de détermination. Je lui ai confirmé que mes parents ne m'avaient jamais informé. Et que je soupçonnais qu'ils avaient détourné l'argent. Je lui ai raconté la confrontation. L'avocat a écouté avec calme et sérieux. « Je comprends, mademoiselle Soto. Malheureusement, ce n'est pas un cas rare dans les conflits d'héritage. Mais la somme et le temps écoulés rendent le cas plus complexe. Nous aurons besoin de preuves solides. Prouver une falsification de signature et une fraude après 5 ans va demander beaucoup d'enquêtes. Ce sera un processus long, coûteux et épuisant émotionnellement. Surtout parce que cela implique votre propre famille. Mais si vous avez la détermination, nous explorerons toutes les voies légales. » « J'ai la détermination, ai-je répondu. Ma propre voix m'a surprise par sa fermeté. Je veux qu'il paie pour ça. C'est ainsi qu'a commencé la phase suivante. La lutte silencieuse. La recherche de la vérité. Maria m'a aidé à chercher de vieux documents dans mon appartement. Et dans la maison de mes grands-parents. On a fouillé d'anciens mets, des messages conservés. Des relevés bancaires qui pouvaient donner des indices. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais ma colère me poussait à continuer. Je pourrais décrire la frustration que je ressentais. En trouvant des papiers inutiles. La poussière qui s'élevait des cartons. L'odeur rance des souvenirs qui ne collaient plus avec la réalité. J'avais les doigts râpés à force de fouiller dans ces vieilles feuilles. Pendant ce temps, mes parents et Carmen ont lancé une campagne de salissage contre moi. Des rumeurs horribles ont commencé à circuler. J'ai reçu des messages de mes oncles, de cousins lointains. Certains me demandaient prudemment ce qu'il se passait. D'autres m'accusaient directement d'être avide et ingrate. Ils disaient que j'avais toujours été difficile. Et que je voulais détruire ma pauvre sœur. Mes parents utilisaient leur image de « parents respectables » pour justifier leurs actes. Et me faire passer pour la méchante. C'était dur de voir ma propre famille croire à leurs mensonges. De les voir choisir le camp de l'argent et de la manipulation. Je sentais l'isolement social. Comme si on m'effaçait de l'histoire familiale. Comme si j'étais devenue une étrangère. Mais il y avait aussi quelques petites lumières dans cette obscurité.
Ma grand-tante Elena, une femme âgée avec du caractère, m'a appelé. Elle a toujours été très lucide. Elle m'a dit qu'elle ne croyait pas un mot de ce que disaient mes parents. Qu'elle savait depuis longtemps que ma grand-mère m'aimait profondément. Et qu'elle me faisait plus confiance qu'à quiconque. Pour gérer des choses importantes. Elle m'a remonté le moral. Et m'a rappelé des détails de conversation qu'elle avait eus avec ma grand-mère. Qui montraient bien que celle-ci voulait assurer mon avenir directement. Elle a été mon témoin neutre. Ma confirmation que je n'étais pas folle. Puis, au milieu de cette recherche pénible, je suis tombé sur un indice clé. En fouillant dans ma vieille boîte mail, j'ai retrouvé une chaîne de mails échangés entre mes parents et une connaissance à eux qui travaillait dans une agence administrative. Ces mails ne parlaient pas directement de l'héritage, mais d'une procédure urgente et délicate, concernant une procuration qu'ils devaient régler au plus vite. Et en toute discrétion. Il y avait des dates qui coïncidaient de façon suspecte, avec celle de l'ouverture du testament et du transfert d'argent. Dans l'un des mails, il était écrit qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse témoigner d'une signature, quelqu'un de confiance qui ne poserait pas trop de questions. C'était subtil, codé. Mais maintenant que je connaissais la vérité, c'était clair. Ils avaient probablement organisé la falsification de ma signature, ou de celle de ma grand-mère sur un document officiel. Cette découverte m'a donné une cible. J'ai montré les mails à Maître Robles. Son regard est devenu plus sérieux. C'est très intéressant, mademoiselle Soto. Cela indique une possible complicité dans la falsification. Nous devons identifier cette personne et trouver des preuves directes de la fraude. Ma détermination s'est solidifiée. Ce n'était plus seulement de la colère ou de la peine. C'était un besoin brûlant de justice. Je ne supportais plus l'image de Carmen vivant dans le luxe avec Moen Argent, pendant que mes parents salissaient mon nom. J'étais prête à me battre. Mon discours intérieur était passé de la douleur à la stratégie. Ils ont cru pouvoir m'écraser parce que je suis forte. Mais ma force ne vient pas de l'absence de douleur. Elle vient du fait que je me relève après chaque coup. Et ce coup-là, ils allaient le payer. J'avais une piste. Un allié avec Maria. Un avocat avec Maître Robles. Et maintenant, la volonté de faire pour affronter ce qui m'attendait. La stratégie juridique s'est mise en place. Maître Robles, en s'appuyant sur l'indice trouvé dans mes mailles, a lancé une plainte officielle. Pas seulement pour récupérer l'héritage, mais aussi pour falsification de documents et fraude. Signer ces papiers était un moment symbolique. Je mettais un terme à toute chance de réconciliation. Je déclarais la guerre. En mettant ma signature, j'ai ressenti un mélange de peur et de pouvoir. L'encre sur le papier me semblait lourde, définitive. La réaction de mes parents et de Carmen a été exactement celle que l'avocat avait prédite. Une fureur incontrôlable. J'ai reçu des appels et des messages remplis d'insultes et de menaces à peine déguisées. « Tu vas le regretter !» m'a crié mon père au téléphone. La voix tremblante de rage. Ma mère m'a envoyé de longs messages manipulateurs, me disant que je détruisais la famille, et que je faisais du mal à Carmen, en utilisant des phrases comme « Tu as toujours été égoïste, Valentina. Carmen va très mal, c'est ta faute. » Carmen, de son côté, m'a bloqué sur les réseaux sociaux. Mais ses amis m'ont raconté qu'elle se plaignait partout, disant que je voulais lui prendre tout. Que ce n'était pas juste. Son arrogance s'était changée en une posture de victime agressive. La pression sociale montait. Certains membres de la famille qui hésitaient avant commençaient maintenant à me critiquer ouvertement, comme si le fait d'avoir porté plainte les obligeait tous à choisir un camp. Je me sentais de plus en plus seul. Mais le soutien inébranlable de Maria et le calme professionnel de Maître Robles me gardaient debout. La recherche de la preuve ultime était devenue une obsession. Maître Robles a engagé un détective privé. Grâce aux informations contenues dans les mailles, le détective a retrouvé l'homme mentionné dans les échanges. Un certain Ravière, qui travaillait effectivement dans une agence de gestion il y a 5 ans, et qui avait eu quelques ennuis judiciaires mineurs depuis. C'était probablement l'allié inattendu. Maître Robles et moi avons organisé une rencontre secrète avec Ravière. Au début, il était nerveux, fuyant. Mais quand on lui a expliqué la situation, quand on a dit le nom de mes parents et parlé de la somme d'argent, son expression a changé. Il s'est avéré que mes parents lui avaient promis une belle somme, en échange de son aide professionnelle et de sa discrétion. Il les avait aidés à obtenir certains documents.
et peut-être même à faire valider une fausse signature, ou à faire passer un dossier sans que personne ne pose de questions. Mais ensuite, ils l'ont payé bien moins que prévu, et l'ont viré d'un petit boulot qu'il lui avait trouvé, juste pour justifier un premier versement. Il se sentait trahi par eux. On lui a proposé de réparer cette erreur, de dire la vérité. Il avait peur d'avoir des ennuis avec la justice. Mais Maître Robles lui a expliqué que collaborer et tout avouer pouvait lui éviter de plus gros problèmes. Surtout, cela lui permettrait de faire ce qui est juste. On lui a parlé de ma grand-mère, de sa volonté, de l'injustice que j'avais vécue. Quelque chose en lui a cédé. Peut-être sa conscience, peut-être son ressentiment envers mes parents. Il a accepté de faire une déclaration sous serment. Il a décrit en détail comment mes parents l'avaient contacté, quel était le dossier à traiter, et comment il avait aidé à faire valider une signature, sans la présence réelle de la personne, sans pièce d'identité, en contournant la procédure. Et il avait gardé des copies d'emails et de documents internes, qui confirmaient ses dires, et montraient les instructions données par mes parents. Ce n'était pas seulement un témoin. Il avait aussi des preuves écrites. C'était la pièce manquante, le lien direct entre les intentions frauduleuses de mes parents et leurs actes. J'ai eu le souffle coupé en voyant les documents qu'il a remis. Froid, administratif, mais criant la vérité de la trahison. Avec la déclaration sous serment de Ravière. Et ces documents comme preuves irréfutables. Maître Robles a demandé une audience en urgence devant le juge, pour présenter ces nouveaux éléments. La date a été fixée. J'ai ressenti un mélange de terreur et de détermination glaciale. Le moment était venu. Le jour de l'audience est arrivé. L'air dans la salle du tribunal était lourd, rempli de tension. Mes parents et Carmen étaient assis de l'autre côté, avec leur propre avocat. Leur visage montrait un mélange d'arrogance forcée et de nervosité. Ils m'ont regardé avec une haine pure. Je me suis assise à côté de Maître Robles. Maria était avec moi, me tenant la main en silence pour me soutenir. Ravière attendait dans une autre salle, prêt à témoigner. Maître Robles a commencé son exposé, reprenant les faits avec clarté. Puis, avec un calme glaçant, il a annoncé qu'il avait de nouvelles preuves, et un témoin qui allait démontrer la falsification et la fraude. Ravière a été appelé à la barre. Il est entré avec un pas ferme, mais le visage pâle. Mes parents l'ont regardé d'abord avec surprise, puis avec rage. Le visage de mon père est devenu rouge foncé, celui de ma mère blanc comme un fantôme. Carmen a mis ses mains sur sa bouche. Comme le dit le proverbe, ils sont devenus pâles comme des morts. Ravière a témoigné d'une voix claire. Il a décrit son interaction avec mes parents il y a 5 ans. Le dossier urgent, les consignes de discrétion, et la demande de faciliter une validation de signature, sans respecter les procédures normales. Il a présenté les mets et les documents internes. Ces mots étaient comme un marteau, détruisant l'image parfaite de mes parents. L'avocat de mes parents a tenté de le discréditer, en disant qu'il mentait pour de l'argent ou par vengeance. Mais la déclaration de Ravière était cohérente, et ses preuves écrites difficiles à contester. Puis ce fut mon tour de parler. Je me suis levé. Mes jambes tremblaient au début, mais en regardant mes parents et Carmen, la colère juste et la tristesse m'ont donné de la force. J'ai parlé de ma grand-mère, de sa volonté, de mes sacrifices, de leur trahison, de comment ils m'avaient volé non seulement de l'argent, mais aussi 5 années de paix, et de foi en ma propre famille. Ma voix est devenue ferme. Elle résonnait dans la salle. Je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà des larmes. Je voulais juste que la vérité soit entendue. La réaction de mes parents et de Carmen a été pathétique. Mon père m'a interrompu plusieurs fois, en criant que tout était faux. Ma mère sanglotait. Carmen semblait complètement perdue. Son air supérieur s'était effondré. Leur visage, tout à l'heure rouge ou blanc, était maintenant rempli de peur et de colère impuissante. Le juge les a rappelés à l'ordre plusieurs fois. Leur masque social s'est brisé devant la loi. Et sous le regard des quelques personnes présentes, en les voyant exposés comme ça, j'ai ressenti un mélange étrange. Un peu de soulagement, et une tristesse très profonde. J'avais gagné. La vérité était sortie. Mais le prix à payer avait été la destruction totale de ce que je croyais être ma famille. C'était la fin de la 3e partie. Le point culminant était passé. La justice, en tout cas,
Celle de la loi était de mon côté. Mais le chemin vers la guérison ne faisait que commencer. Le juge, en se basant sur les preuves irréfutables, a tranché en ma faveur dans les premières étapes du procès. La décision était claire. Il y avait eu fraude. Mes parents devaient me rendre l'héritage de ma grand-mère, avec les intérêts et les frais juridiques. La victoire juridique était pour moi. J'ai ressenti un énorme soulagement, comme si on m'enlevait un poids que je portais depuis des années. Mais cette satisfaction pure était mêlée à une tristesse profonde. Le processus pour récupérer l'argent a été réaliste. Pas de miracle. Mes parents n'avaient pas 750 000 € en liquide. Une grosse partie était déjà partie. Dans la maison de Carmen. Dans des voitures. Dans un style de vie qu'ils ne pouvaient pas vraiment se permettre. La justice a donc procédé à des saisies de comptes. À l'évaluation de biens immobiliers. Au final, on a trouvé un accord. J'ai récupéré une grande partie de l'héritage. Pas la totalité, mais une somme importante, qui représentait l'essentiel du capital initial de ma grand-mère, plus des compensations pour les intérêts et les dommages. L'argent est arrivé en plusieurs fois, sur plusieurs mois. Chaque virement était à la fois une confirmation de ma victoire et un rappel de la douleur subie. Les conséquences familiales, elles, ont été définitives. Mes parents et Carmen ne se sont jamais excusés sincèrement. Leur dernier message était encore des tentatives de manipulation. Ils me blâmaient pour les avoir ruinés. Me demandaient de retirer la plainte, pour le bien de la famille. Mais moi, grâce à la thérapie et au soutien de Maria, j'avais appris à poser des limites. Je n'ai pas répondu. J'ai coupé tout contact. C'était incroyablement douloureux. Comme faire le deuil d'une famille que j'aurais voulu avoir. Mais c'était nécessaire pour ma santé mentale. La réaction des autres a été partagée. Certains membres de la famille, en voyant les preuves et la décision du juge, se sont éloignés de mes parents et de Carmen, et sont venus me voir pour s'excuser d'avoir cru leurs mensonges. D'autres, aveuglés par la loyauté ou par la peur, sont restés de leur côté, me voyant toujours comme la fille ingrate, qui avait osé poursuivre ses parents en justice. J'ai compris que l'image sociale ne disparaît jamais vraiment, mais qu'elle n'a plus aucun pouvoir sur moi. Je connaissais la vérité. Et les personnes qui comptaient la connaissaient aussi. Le vrai changement s'est produit à l'intérieur de moi. Ce processus m'avait brisé. Mais il m'avait aussi reconstruite. Plus forte et plus vraie. La thérapie m'a aidé à comprendre que je m'étais senti invisible pendant des années. Et peu valorisé. J'ai appris à reconnaître ma propre valeur. À faire confiance à mon jugement. Et à ne plus chercher l'approbation de gens qui ne me la donneraient jamais. Je n'étais plus simplement la forte qui encaissait tout en silence. J'étais devenue une femme qui sait se défendre et poser des limites saines. J'ai utilisé l'héritage, le vrai cadeau de ma grand-mère. Non pas pour m'acheter des choses de luxe, mais pour construire une vie digne. La vie qu'elle voulait pour moi. J'ai acheté un petit appartement à moi. Un endroit vraiment à moi. Sans ombre du passé. J'ai investi une partie pour mon avenir. Et j'ai utilisé une autre partie pour soutenir des causes qui me tiennent à cœur. Pour honorer la générosité de ma grand-mère. L'argent m'a offert une liberté. Pas pour tout dépenser, mais pour choisir ma vie. Sans pression financière. Il m'a permis de respirer. Ma définition de la famille a complètement changé. Ma famille, ce n'était plus celle du sang qui m'avait trahi, mais celle que j'avais choisie. Maria, qui avait été là pendant les moments les plus sombres. Maître Robles, qui était devenu un ami et un mentor. Ravière, qui avait eu le courage de dire la vérité. Et les nouvelles relations que j'ai créées, basées sur le respect, l'honnêteté et le soutien mutuel. J'avais trouvé un nouveau sentiment d'appartenance. Une famille choisie, qui m'aimait pour qui je suis. J'ai revu mes parents et Carmen, de loin. Leur vie avait changé. Ils avaient perdu la maison. Les voitures de luxe. Ils avaient dû faire face aux conséquences de leurs actes. Pas seulement légales, mais aussi sociales et personnelles. Je ne sais pas s'ils ont un jour ressenti un vrai remords. Probablement pas. Je pense qu'ils regrettent surtout d'avoir été découverts. Leur mode de vie, construit sur la manipulation, s'est écroulé. J'ai appris que la vraie liberté passe parfois par le fait de brûler les ponts du passé. Que la famille, cet idéal qu'on nous vend, peut parfois être la source de notre plus grande souffrance, mais aussi le déclencheur de notre plus grande force. J'ai appris que défendre ta vérité, même contre ceux que tu aimes, même contre ceux qui sont censés t'aimer,
est l'acte le plus fort d'amour pour soi. Ça a été le chemin le plus dur que j'ai jamais parcouru. Rempli de larmes, de rage, de solitude. Mais à la fin, je me suis trouvé. Et ça n'a pas de prix. Merci du fond du cœur d'avoir été avec moi jusqu'ici. J'aimerais beaucoup savoir ce que tu as ressenti en écoutant mon histoire. Est-ce qu'elle t'a parlé? As-tu déjà vécu quelque chose de similaire avec ta famille? Partage tes pensées et tes émotions dans les commentaires. Je lis tout.